Bienvenue dans ce premier numéro de Décryptage, votre nouveau rendez-vous qui décrypte l'information d'hier et d'aujourd'hui. Le reportage que nous allons vous présenter est réalisé dans le cadre de notre TPE et s'intitule De Tchernobyl à Fukushima, les enjeux politico-énergétiques d'hier et d'aujourd'hui. C'était il y a bientôt 26 ans, le 26 avril 1986, qu'est survenue la catastrophe nucléaire de la centrale de Tchernobyl au nord de l'Ukraine. C'est alors à l'époque le plus important accident nucléaire jamais survenu dans l'histoire du nucléaire civil et reste encore à ce jour lourd de conséquences, tant au niveau sanitaire, environnemental qu'économique. Plus tard, le 11 mars 2011, c'est au tour du Japon d'essuyer une catastrophe nucléaire majeure. Avec l'accident de la centrale de Fukushima Daiichi, classé au même rang de gravité que celui de Tchernobyl, chacune de ces catastrophes a marqué l'histoire du nucléaire civil, et chacune a apporté son lot de doutes, plus ou moins grands, en matière de politique énergétique. Une question se pose. Dans quelle mesure une catastrophe nucléaire peut-elle permettre ou ne pas permettre une remise en question du nucléaire civil? Nous ciblerons notre enquête sur la France et l'Allemagne, puisque l'un des deux pays, en l'occurrence l'Allemagne, a voté le 30 mai dernier pour une sortie du nucléaire à l'horizon 2022 et que l'autre tape sur des améliorations au niveau technologique et au niveau de la sûreté de ces centrales. Mais tout d'abord, voici un retour en images et en commentaires sur ces deux catastrophes. Un reportage signé Édouard Amar et moi-même. Nous sommes le 26 avril 1986 dans la ville de Tchernobyl au nord de l'Ukraine, frontalière avec la Biélorussie. L'Ukraine fait alors partie de l'Union soviétique de Mikhaïl Gorbatchev. La ville comporte une des 5 centrales nucléaires destinées à alimenter le pays en électricité, la centrale dite de Lénine. Une expérience est alors prévue dans la journée sur le réacteur numéro 4 de la centrale, destiné à tester l'alimentation électrique de secours qui permettrait au réacteur de fonctionner en toute sécurité en cas de panne électrique. Une série d'erreurs commises par les techniciens de la centrale et par le responsable du régime du réacteur, Leonid Totounov, va faire virer l'expérience en un véritable cauchemar. Ce qui était alors destiné à abaisser la puissance du réacteur va produire l'effet inverse, jusqu'à la formation d'un mélange détonnant d'hydrogène et d'oxygène qui conduira à une série d'explosions qui fractureront la dalle de béton de 1200 tonnes recouvrant le réacteur, endommageant celui-ci en son cœur. Un important incendie se déclare alors. Les techniciens présents sur place ne saisissent pas immédiatement l'ampleur de la catastrophe. Afin d'éteindre l'incendie, le directeur de la centrale, Viktor Bryukhanov, prévient simplement les pompiers. Ceux-ci interviennent sans équipement particulier sur les lieux, ignorant que les matières nucléaires ne peuvent être éteintes avec de l'eau. Gravement irradiés, les pompiers seront évacués et décéderont pour la majeure partie d'entre eux à la suite de leur irradiation. L'incendie sera finalement éteint en projetant dans le brasier des sacs de sable et de plomb depuis des hélicoptères. Après extinction de l'incendie, les techniciens de la centrale prennent conscience de l'étendue des dégâts provoqués par celui-ci et par les retombées de parties du toit sur le réacteur qui est désormais fissuré. Mais le cauchemar est encore loin d'être terminé. Une fumée se dégage alors de la centrale, saturée en particules hautement radioactives. Il faut maintenant maîtriser la combustion des matières radioactives et récupérer les débris hautement radioactifs projetés dans les environs de la centrale par les explosions successives. Un balai d'hélicoptères militaires de transport se met alors en place au-dessus du réacteur, dont le but est de larguer dans le trou du toit de celui-ci près de 5000 tonnes de sable, d'argile, de plomb, de bore, de borax et de dolomite qui auront pour rôle de stopper la combustion nucléaire afin de limiter les rejets radioactifs. La mission est périlleuse et malgré l'altitude, les pilotes reçoivent des doses d'irradiation susceptibles d'augmenter significativement les risques d'un cancer en l'espace de seulement 8 secondes. 30 tonnes de sable et d'argile seront ainsi déversées sur le réacteur dans la seule journée du 30 avril. Malgré ces actions de grande envergure, les débris hautement radioactifs projetés sur le toit de la centrale et dans les environs immédiats ne sont collectables que par l'action de l'homme et de robots commandés à distance. Pour ce faire, une cinquantaine d'opérateurs sont chargés d'aller récupérer ces débris. Ce sont les fameux liquidateurs de Tchernobyl. Chaque opérateur ne dispose alors que de 90 secondes pour effectuer sa tâche sous peine d'une contamination pouvant rapidement entraîner la mort.
Ils sont équipés de protections dérisoires, principalement destinées à les empêcher d'inhaler les poussières radioactives. Un grand nombre de ces liquidateurs développeront a posteriori des cancers, notamment des cancers de la thyroïde, caractéristiques d'une irradiation. Quant aux robots français, suisses et allemands, commandés à distance, ils tomberont tous en panne du fait de leur radioactivité beaucoup trop élevée. Mais une telle catastrophe ne nécessite pas seulement des actions au niveau de la centrale. Les fumées très hautement radioactives rejetées dans l'air se répandent dans les régions alentours, menaçant en premier plan les populations locales et les villes proches de la centrale. Ainsi, le 27 avril 1986, un balai de cars se met en place. Leur but, évacuer les 130 000 personnes vivant aux alentours de la centrale, et notamment les 45 000 habitants de la ville de Pripyat, située à 3 km de la centrale. Ils seront emmenés dans les régions alentours, elles-mêmes gravement touchées par les radiations. 115 000 personnes vivant dans un rayon de 30 km autour du site sont de la même façon évacuées au début du mois de mai. Ces opérations d'évacuation continueront jusqu'à la fin du mois d'août, soit près de 4 mois après la catastrophe. En tout, ce ne sera pas moins de 250 000 personnes qui seront évacuées, réparties entre la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Du côté de la centrale, l'enjeu est maintenant tout autre. Il s'agit de décontaminer les alentours du réacteur. Durant les mois qui suivirent la catastrophe, près de 600 000 nouveaux liquidateurs venus d'Ukraine, de Biélorussie, de Lettonie, de Lituanie et de Russie sont mobilisés pour nettoyer les villages proches du site de leur poussière radioactive et de tuer les animaux, car la poussière radioactive est présente sur leur pelage. D'autres unités de liquidateurs ont elles pour mission de jeter les gravats radioactifs à l'intérieur de l'enceinte du réacteur. Commence alors une course contre la montre pour isoler le réacteur. Un projet est alors retenu. Il consiste à construire une immense structure métallique de confinement autour du réacteur détruit. C'est le fameux sarcophage de Tchernobyl. Sa construction débutera le 15 mai 1986 pour s'achever 6 mois plus tard, en octobre. Il est alors conçu par les ingénieurs pour durer 30 ans. Vient alors l'heure du bilan. Chacun le sait, l'ampleur des conséquences humaines, sanitaires et environnementales d'une catastrophe nucléaire n'est estimable que quelques années, voire quelques dizaines d'années après que les faits soient survenus. Ainsi, moins de 20 ans plus tard, le 5 septembre 2005, l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique, à l'occasion du forum de Tchernobyl de Vienne, publient un rapport estimant à 4000 le nombre de personnes qui pourraient, à terme, décéder à l'issue de la radioexposition propre à l'accident de Tchernobyl. Une autre étude du Centre international de recherche sur le cancer de Lyon prend elle en compte l'ensemble des habitants de la zone la plus touchée au niveau des retombées radioactives et l'ensemble des 830 000 liquidateurs, soit un total d'environ 5 millions de personnes. Elle estime que les chiffres présentés par l'OMS et l'AIEA pourraient alors facilement grimper jusqu'à 10 000 décès au lieu de 4 000. Toutefois, en janvier 2010, l'Académie des sciences de New York publie un recueil de données scientifiques estimant à 985 000 le nombre de décès à travers le monde entre 1986 et 2004 attribuables à la catastrophe. Le même rapport estime également que sur les 830 000 liquidateurs étant intervenus sur le site, entre 112 000 et 125 000 d'entre eux sont décédés depuis. Cependant, un rapport Greenpeace sur les conséquences de la catastrophe de la centrale de Tchernobyl publié en 2006 souligne à travers un tableau relatant une multitude d'études effectuées par les pays les plus touchés par la catastrophe les énormes incertitudes quant à la connaissance des impacts réels de l'accident sur les populations locales de la centrale et sur la population mondiale, du fait des ordres de grandeur allant du millier jusqu'au million de morts selon les études. Au niveau sanitaire, les conséquences des retombées radioactives en Ukraine, en Biélorussie et en Russie sont catastrophiques. Des troupeaux entiers de bétail sont abattus du fait de l'herbe contaminée que les bêtes ont ingérée. Des récoltes entières sont brûlées et des dizaines d'hectares de terre sont maintenant stériles. Dans plusieurs pays d'Europe, les autorités sont contraintes de retirer du marché des tonnes de denrées alimentaires issues de l'agriculture. Mais en dehors des deux pays frontaliers à l'Ukraine, c'est-à-dire la Biélorussie
et la Russie, ce sont de loin les pays nordiques qui sont les plus touchés du fait du froid et donc de leur cycle naturel très lent, ce qui induit que les retombées radioactives mettront 2 à 3 fois plus de temps pour disparaître des sols contaminés. Dans cette catastrophe, les conséquences sanitaires vont de pair avec des conséquences économiques du fait du manque à gagner pour les agriculteurs et les différentes industries. On estime que pour les trois pays les plus touchés, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, les dépenses directement liées à la catastrophe dans les 20 dernières années dépassent les 500 milliards d'euros. Ce qui est aujourd'hui certain, c'est que l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl reste et restera dans l'histoire comme une des plus grandes catastrophes nucléaires, humaines et sanitaires du XXe siècle et comme une des plus importantes catastrophes nucléaires de tous les temps. Elle fut et est encore la cause d'un nombre encore croissant de victimes et de terribles souffrances, qui pour celles-ci ne pourront d'ailleurs jamais être chiffrées. Quant au sarcophage entourant le réacteur, des négociations entre les différents pays de l'Union européenne sont aujourd'hui en cours au sein de la Commission européenne pour collecter les quelques 740 millions d'euros manquants sur un total de 1 milliard et 540 millions d'euros nécessaires à la construction d'un nouveau sarcophage. 25 ans plus tard, le 11 mars dernier, au Japon, un tremblement de terre suivi d'un tsunami dévaste la partie nord-est du pays et engendre la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, située sur la côte. Par la suite, l'accident est classé au niveau 7 de gravité des accidents nucléaires, c'est-à-dire au même niveau que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette catastrophe, déjà considérée comme le deuxième plus important accident nucléaire de tous les temps, lors de notre entretien oral du 21 mars 2012 dans le cadre de notre TPE. Qu'en est-il alors des conséquences de ces deux catastrophes sur les décisions en matière de politique nucléaire en France et en Allemagne? Commençons tout d'abord par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur les politiques franco-allemandes. En France, l'information éclate au grand jour 48 heures après que les faits soient survenus. La presse parle alors d'un accident nucléaire mineur survenu le 26 avril 1986 dans une centrale nucléaire ukrainienne située en périphérie de la ville de Tchernobyl. Les autorités se veulent alors rassurantes et à travers les médias, aucune information susceptible d'engendrer la panique n'est diffusée. Commence alors ce qui restera comme un des plus gros mensonges d'État de l'histoire. D'après les politiques de l'époque, le nuage radioactif n'a aucune chance de survoler la France, et pour rassurer la population, les autorités s'arment d'une autorité scientifique légitime, incarnée par le professeur Pierre Pellerin. Celui-ci court alors tous les plateaux de télévision dans le but de rassurer les Français. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées.